Mes chers amis, en cette belle matinée du 27 avril 1865, je vous écris ces lignes depuis la chambre de cette noble demeure où je séjourne depuis quelques jours. Le château de Miroménil, que vous connaissez peut-être pour avoir vu naître en ses murs, il y a de cela une quinzaine d'années, un certain Guy de Maupassant, futur grand homme de lettres, j'en suis persuadée. Ah, quelle route avons-nous fait depuis la Bretagne! Longue, certes, mais bordée de champs ondulants et de bosquets où la lumière jouait avec les feuillages, comme dans un tableau de Corot. Les secousses de la calèche furent bien vite oubliées à la vue des élégants paysages normands. Nous arrivâmes, en début de matinée, au château. La brume se dissipait tout juste, et déjà les premières notes de piano s'échappaient par la fenêtre du grand salon. Quelle quiétude, quelle paix règne ici, loin du tumulte de la ville et des affaires de ce monde. Je me suis éveillée ce matin, non point aux clameurs d'un cocher ou aux cris du marché, mais au chant limpide du rouge-gorge venu se poser sur la rambarde de ma fenêtre. L'aube enveloppait les jardins d'une brume légère, presque diaphane, et le château semblait encore sommeiller, tel un vieil aristocrate savourant ses derniers rêves. Une anecdote m'a été contée. Au niveau de la façade de la cour d'honneur du château, bien que restauré au XVIIe siècle, il est encore orné de 8 pots à feu. Ils sont en pierre et ne sont plus ornés que d'une fausse flamme de pierre. Ils sont, paraît-il, creux pour que l'on puisse y mettre le feu. Cela permettait d'éclairer la cour et le château les soirs de réception. Pour cela, on versait de l'huile que l'on enflammait. Le risque d'incendie est alors très important et pour éviter que la toiture ne flambe, on fixait derrière chaque pot une plaque de métal. Pour allumer les pots et fixer la plaque, les domestiques entraient sur le toit par 2 petites portes et ainsi accédaient à un passage entre le bas du toit et le rebord sur lequel sont posés les pots. Je n'aurais osé effectuer pareille acrobatie. Mais au loin, comme pour me ramener à la réalité présente, j'entendis les hennissements des chevaux et le roulement des calèches sur le gravier. C'est dans ce décor que les invités firent leurs entrées, telles des figures tout droit sorties d'un tableau ancien. Les crinolines amples semblaient flotter à chaque mouvement. Une des dames portait une robe de taffetas couleur lilas pastel, accompagnée d'une fine dentelle noire. Leurs gants blancs contrastaient avec le cuir sombre de leur malle, et dans leurs yeux brillait ce mélange de curiosité et d'admiration devant cette bâtisse. Nous avons été accueillis sur le perron par un homme à l'allure réservée mais courtoise, dont la voix grave semblait contenir bien des secrets. On nous mena jusqu'au grand salon où la table venait d'être dressée. Monsieur, asseyez-vous. Le regard de chacun s'égarait souvent vers les portraits anciens suspendus au mur, comme si les ancêtres avaient encore quelque chose à nous dire. C'est peu après cela que nous avons été conviés à venir visiter plus amplement le château. Nous nous sommes donc baladés dans les différentes salles. J'y ai trouvé des traités de philosophie, des recueils de poésie et même quelques lettres manuscrites d'un aïeul que je crois lié à la famille. Je me suis assise là, en silence, laissant les heures glisser, comme l'eau d'un ruisseau sur les pierres.
À l'approche de midi, un pique-nique fut organisé sur la grande pelouse à l'arrière du château. Quel tableau charmant! Les dames, parées de leurs belles crinolines et chapeaux, s'étaient installées sur de vastes nappes blanches, leur éventail voltigeant au gré de leur rire. Le soleil perçait les feuillages, jetant sur l'herbe fraîche des ombres légères et dansantes. On servit des pâtés froids, des fruits frais et d'autres mets délicieux. Quelques jeunes gens, hardis et pleines d'allégresse, s'amusèrent à improviser un quadrille français sur la pelouse. Imagine, très cher ami, ces messieurs les bottines enfoncées dans l'herbe tendre, exécutant leurs figures avec un sérieux assez comique, tandis que les demoiselles soulevaient tant bien que mal leurs jupons pour éviter les pièges du sol. L'orchestre improvisé, un objet semblant arriver d'une autre époque, battait la mesure avec un enthousiasme admirable, bien que quelque peu incertain. Je dois bien t'avouer que tout cela me semblait hautement périlleux. Le sol était inégal, la rosée du matin n'avait pas tout à fait séché, et l'un des garçons, je crois que c'était le jeune Lavergne, glissa de façon fort peu glorieuse en tentant une révérence trop empressée lorsqu'il aperçut Madame la Comtesse. Je n'aurais point osé me risquer à pareille acrobatie. Me tordre une cheville dans l'herbe, voilà qui aurait ruiné à la fois à ma grâce et à mes dignités. Mais les rires fusaient, et les visages s'éclairaient d'une joie si simple, si franche, qu'il était difficile de ne pas se laisser gagner par l'humeur générale. Même Madame de Brévilliers, si sévère d'ordinaire, souriait sous son ombrelle d'ivoire. Le reste des dames, plus avisées ou simplement plus soucieuses de préserver l'intégrité de leurs souliers, restèrent à l'ombre des tilleuls. Elles poursuivaient leur conversation légère, à voix presque chuchotée, comme si leurs propos devaient demeurer secrets. J'en surpris quelques brimes, bien entendu. On parlait de toilettes, de rubans, de dentelles venues d'Angleterre, mais surtout de ce fameux Charles Frederick Worth, cet Anglais audacieux installé à Paris qui, dit-on, habille les dames comme des reines. L'une assurait même que l'impératrice elle-même portait ses créations, ce qui fit s'élever un concert de soupirs rêveurs mêlés de jalousie légère. Puis, las du tumulte de cette joyeuse agitation, je m'éloigna à pas feutrés vers un recoin plus paisible du domaine. Les jardins, dessinés avec soin, invitaient à la rêverie. J'ai longé les allées et je me suis arrêtée sur un banc de pierre. C'est là, dans ce silence presque sacré, que j'entendis à nouveau les notes d'un piano, lointaines et floues comme un souvenir. Elles venaient du salon, fenêtre ouverte sur le parc, et se mêlaient au murmure du vent. Mais mes chers amis, c'est le soir qui apporta son lot de merveilles. Un bal fut donné en l'honneur de Madame la Comtesse, dont l'anniversaire tombait ce jour même. Jamais je ne vis pareille élégance. Une vaste tente, drapée de mousseline ivoire, avait été dressée dans le parc, non loin des vieux cèdres.
Le sol avait été recouvert d'un parquet, et cela me rassurait. Les dames rivalisaient de grâce dans leurs robes de taffetas et de mousseline, aux teintes pastel, et les messieurs arboraient redingotes et broches, gants blancs et souliers vernis. Les couples se formaient et se déformaient en figures savantes au rythme de la musique. Et maintenant que la nuit est tombée, que le château dort à nouveau sous le voile des étoiles, je me tiens là, dans le silence de ma chambre, à la lueur vacillante d'une chandelle. Ce matin, avant de reprendre la route, nous avons fait une halte à Dieppe. Quel contraste délicieux avec la veille. Nous avons marché sur la plage, les souliers à la main, riant comme des enfants sous les cris des mouettes. Mais s'il vous plaît, n'en parlez pas à père et mère, ils risqueraient de désapprouver. L'air marin me paraît plus doux ici. J'ai ramassé quelques coquillages nacrés que je glisserai dans ma valise afin de vous les apporter. Si vous saviez combien ces instants simples mais sublimes m'ont rempli l'âme d'une joie profonde. Loin des tracas quotidiens, ici tout semble fait pour que l'esprit s'élève et que le cœur s'apaise. Mais rien ne saurait vraiment dire la douceur de ces instants. Il faudra que tu viennes, ma très chère amie, que tu viennes voir Miromesnil de tes propres yeux, et nous pourrons ensemble goûter au charme discret de ce lieu, chargé d'histoire et de poésie. Je vous embrasse avec toute l'affection que vous me connaissez. Ophélie. Attends. Alors c'est parfait, par contre vous l'avez snobé mais totalement.